faut que j'arrête la transcription ici. Je ne sais pas comment ça marche. Je vais changer la langue. Au moins, ça. Je vérifie maintenant si la transcription. Oui, ça se fait en français, c'est bon. Mais je vais fermer quand même l'onglet de la transcription. Et je vais laisser ici à côté le chat si vous pouvez m'écrire, je verrai ici. Donc, bonjour. On recommence. Bonjour à tous et à toutes. Là, je vois Adlane, Amanda, Ana Carolina, Ana Beatriz, Érica, Graziele, Ana, Luísa, Larissa et Régine. Donc, nous sommes pour l'instant 11 devant eux. On n'est pas très nombreux. Et donc, je dis bonjour. Nous sommes là le 25 janvier, c'est le cours de cette discipline de roman, de littérature française de roman. Et aujourd'hui, on va parler des aspects structurels du récit, du roman, récit. Je dirais tout texte narratif en quelques dessus. Avant de commencer, d'entrer vraiment dans le cours, je vais juste faire un rappel et vous demander de choisir l'œuvre de la dissertation. J'ai déjà partagé la semaine dernière des liens donnant accès au tableau éditable. Donc, vous pouvez déjà vérifier les titres des œuvres. Les œuvres sont déjà disponibles dans les fichiers donnés pour la dissertation. Et donc, regardez, téléchargez ces livres, jetez un coup d'œil sur le livre et vérifier lequel vous plaît pour faire ce travail. Et sinon, j'ai déjà vérifié hier, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il y a un roman qui est déjà complet. Donc, on verra. Mais c'est possible, comme peut-être vous avez remarqué, j'ai mis 4 places pour chaque roman pour essayer d'équilibrer à peu près les nombres d'étudiants ayant choisi le même roman. Mais nous sommes plus nombreux que 16, donc j'attends un petit peu pour ouvrir un peu plus de place pour d'autres romans. Par contre, si, je sais pas, si vous voulez vraiment un roman qui est déjà complet, envoyez-moi un message et je vérifie la possibilité d'ouvrir déjà la place pour un roman qui est Professeur, déjà. Oui. Excuse-moi, je ne sais pas si c'est seulement pour moi, mais votre audio n'est pas très bon, je pense. Pour moi aussi. Ah, d'accord. Donc, ce que Pour je vais moi faire... aussi, professeur. Je pense que tu peux parler avec un autre micro parce que c'est très difficile pour écouter toi. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais me reconnecter. D'accord. Je vais laisser l'enregistrement ici parce qu'en fait, j'utilise deux appareils, l'ordi et le portable. Donc, je vais me reconnecter. C'est mieux, déjà. C'est mieux, mais je pense que peut-être c'est mieux si tu fais la reconnexion. Hein? Oui. Donc, donnez-moi 2 secondes, je reviens.
Rebonjour. Dites-moi si ça va mieux. Parle plus. Non? Parle plus. Ah oui, pardon. Ça va mieux ou pas? Oui, je pense que oui. D'accord. Donc, j'ai tout refait ici, la connexion Bluetooth du micro avec le portable. J'ai relancé le portable. Ça va maintenant? J'ai déjà parlé un peu plus. Oui, ça va. Ok, très bien. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si vous voyez des problèmes de connexion. Normalement, comme j'utilise le forfait, les données du forfait du portable, il n'y a pas de coupure de connexion. Mais étrangement, la semaine dernière, ça m'est arrivé. J'utilisais le forfait du portable et j'ai eu une coupure de connexion. Ce n'était pas Wi-Fi, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et pour ce, donc, je disais tout à l'heure, je recommence. Je vous demande de ne pas oublier de choisir le livre de la dissertation. Le lien est déjà disponible. Je l'ai mis sur le canal général et aussi dans le canal de la dissertation. Il y a un lien donnant accès au tableau éditable avec les titres des œuvres pour la dissertation. Et vous pouvez aussi trouver les livres dans les fichiers concernant ou nommer les livres pour la dissertation. Si vous voulez, vous pouvez télécharger les 4 romans, jeter un coup d'œil et décider quel roman vous allez choisir. Et en plus, disons, ouais, j'avais mis 4 places pour chaque roman. Je répète juste au cas où le problème de connexion vous a empêché de bien écouter. Donc, j'ai mis 4 places pour chaque roman, mais nous sommes 29, non, pardon, nous sommes 20 étudiants dans ces cours. Donc, si c'est le cas, si vous vraiment voulez un livre qui est déjà complet, envoyez-moi un message et je vérifie la possibilité d'ouvrir une place de plus pour un certain roman. Ce que je veux, c'est d'éviter genre 7 étudiants avec un roman et 2 avec un autre. Donc, je veux quand même un groupe équilibré, n'est-ce pas? Et est-ce que vous avez des questions par rapport à la dissertation? Je veux dire par rapport au choix du livre. Parce que la structure de la dissertation, on en parlera plus tard. Je ne vais pas vous agacer avec les détails de la dissertation maintenant. Pas de questions? Bon, le silence, c'est déjà une réponse. Et donc, le sujet du cours aujourd'hui, c'est... avant d'entrer dans le sujet du cours aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, je vais même partager l'écran ici pour vous faire voir ce que je vais dire. C'est par rapport au chronogramme du cours. Voilà, ça marche. Vous voyez bien mon écran. Donc, ici, donc nous sommes là le 25 janvier. C'est le deuxième cours et on va voir cette introduction sur les aspects structurels du roman. Et la semaine prochaine, je vais faire une introduction sur le sujet de la littérature et féminisme. Et la semaine suivante, on va parler de Djali Amadou Amal et le livre Les Impatientes. En fait, je fais une correction, une remarque ici, parce que comme vous voyez, j'ai essayé de laisser au moins 2 cours pour chaque roman. Et en fait, nous avons 2 cours pour Djali Amadou Amal aussi. Donc, commencez à lire le roman cette semaine, si vous ne l'avez pas encore fait. Commencez donc à lire Les Impatientes cette semaine,
parce que la semaine prochaine, je vais faire l'introduction sur le féminisme. Je vais vous indiquer quelques lectures complémentaires. Donc, les lectures ne seront pas obligatoires, sauf la lecture du roman. Mais quand même, pour la semaine prochaine, commencez à lire les romans parce que je vais présenter l'introduction sur littérature et féminisme et on va commencer à parler de certains aspects de ces romans, les personnages, narrateurs, voix narrative, sujets autour du roman aussi. Donc voilà, la semaine prochaine, donc, on commence déjà l'analyse ou la discussion autour du roman Les Impatients. Et sinon, pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, j'aimerais plutôt faire ce que je vais appeler une séance freestyle autour des aspects structurels du roman. Je ne vais pas suivre. Hannah, tu as levé la main. Oui, juste parce que j'ai pas très bien compris cette question de livre. C'est maximum 4 personnes par livre, c'est ça? Oui, plus ou moins. En fait, c'est possible d'avoir 5, mais je ne veux pas plusieurs romans à 5 personnes. Tu sais? Parce qu'en fait, tu vois, Han, nous sommes 20 étudiants là, au début, et 4 romans. Donc, c'est possible 5 étudiants pour chaque roman. Donc, je vais limiter 5 étudiants pour un roman ou par roman. Mais ce que j'essaye, c'est de rester équilibré quand même. D'accord? Mais pour l'instant, c'est possible. Si vous voulez choisir un roman qui est déjà complet avec 4 étudiants, dites-moi et j'ouvre une place de plus jusqu'à 5. 5, c'est la limite pour chaque roman. Parce que je veux éviter, Hannah, d'avoir... parce qu'il y a des désistances aussi. Il y a, normalement, on commence le semestre, genre, avec 20 étudiants et on va terminer avec 12, 13. Et je veux éviter de nous retrouver à la fin du semestre avec un roman et un étudiant qui fait la dissertation autour de ce roman. Parce que le problème, c'est que l'étudiant sera seul et il n'aura pas un camarade de classe avec qui échanger, discuter. Et pour le séminaire aussi, c'est important d'avoir, essayer d'avoir quand même trois étudiants autour au moins 3 étudiants autour d'un roman. Ça enrichit un peu plus le débat, la discussion. Ah, ok, c'est parce que j'aimerais mettre mon nom sur le roman La chanson douce. Il y a déjà 4 personnes, en fait. D'accord. Donc, je ne vais pas le faire là, tout de suite, mais envoie-moi un message sur le chat. Et comme je ne vais pas ouvrir, Hannah, c'est l'exception parce qu'elle a posé la question. Donc, je vais faire comme ça, Hannah. Pour toi, c'est permis, tu peux entrer, suivre le lien et mettre 5 et ton nom. Et c'est terminé pour chanson 12. D'accord? Et pour les autres romans, écrivez-moi sur le chat. D'accord? Je ne vais pas faire du cours aujourd'hui ou utiliser les temps du cours aujourd'hui pour décider ce genre de questions de la dissertation. Sinon, on aura peu de temps pour parler de la structure du roman, n'est-ce pas? Et donc, je disais tout à l'heure que je vais faire une séance plutôt freestyle, c'est-à-dire que je vais parler librement des aspects structurels du roman, sans me tenir à un texte précis ou spécifique, mais je vais faire référence à plusieurs textes et je vais essayer aussi de vous montrer certains exemples de textes classiques de la littérature française, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de Gabriel
Gabriel, tu as levé la main. Donc, Gabriel, je ne sais pas si tu veux toujours me poser une question. Donc, j'avance si je reviens ici. Ah, parce que je n'ai pas l'accès au chat. Laïse, qu'est-ce qu'une fiche? La fiche, c'est le... En fait, t'inquiète pas, parce que je vais faire une activité sur chaque... Vous aurez une activité sur chaque roman, travailler ensemble. Et la fiche sera l'activité. Et en fait, là, je considère la possibilité soit de vous poser une question sur le roman débattu ensemble, ou de vous proposer la fiche de lecture qu'on utilise dans le Goncourt Brésil. C'est une fiche qui vous demande, par exemple, le style, si vous avez aimé le livre, si le livre a été capable de tenir votre attention jusqu'à la fin. C'est une espèce de formulaire ou de questionnaire avec plusieurs questions sur la lecture du livre. C'est ça, en fait. Je vais décider, probablement, pour au moins un roman, je vais vous donner cette fiche du prix Goncourt et d'autres peut-être pour ne pas faire une activité longue et fatigante, je vais juste vous demander un commentaire dirigé. D'accord? Donc, j'ai mis fiche, mais essayez de comprendre fiche comme une activité. D'accord? Mais vous aurez quand même pour au moins un roman la fiche du Goncourt. Donc, pour les aspects structurels du roman, enfin, nous avons de façon générale, quand on parle des aspects structurels du roman, nous avons, si je ne me trompe pas, 5 éléments. Les narrateurs, les personnages, les temps, l'espace et l'histoire. N'est-ce pas? Et ça, on apprend depuis l'école. Dès qu'on commence à travailler, Gabriel, je vous réponds après, d'accord? Donc, laissez les questions ici sur le chat autour des activités, etc. Je vous réponds à la fin pour ne pas arrêter la discussion ici. Donc, nous avons ces 5 éléments, je vais dire 5 éléments de base pour parler du récit. Quand je dis récit en français, essayez de comprendre narrative, comme on dit en portugais. Je fais la distinction ici parce que nous avons roman. Roman, c'est un type de texte ou un genre littéraire spécifique. Quand on parle, on utilise le mot récit. Récit, c'est un peu plus large que l'idée du roman. Pourquoi? Parce que le récit, c'est tout texte narratif, fictionnel ou non fictionnel. Vous voyez, je peux par exemple avoir un récit historique sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est un récit, c'est un texte narratif sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il ne s'agit pas forcément d'un roman. Les romans est assez marqué par cette notion de fictionnel, fiction, fictionnalité, mais pas forcément. Donc, on verra aujourd'hui, même avec tous les informations que je vous apporterai sur ces 5 éléments ou 5 aspects structurels du roman, entre autres, et les exemples que je vais vous donner, vous allez voir que en général, quand on parle de littérature, nous sommes en face d'un type de texte problématique. C'est-à-dire que quand je dis le texte littéraire
est un genre textuel ou est un type de texte problématique, c'est-à-dire que assez souvent, on aura besoin de définir de quel type de texte il s'agit. Et même si on dit littérature, il y a plusieurs possibilités de littérature différentes. D'accord? Et ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de vous montrer cela. Nous avons une théorie littéraire qui va nous aider à définir certaines conceptions, certains concepts, certaines notions théoriques pour travailler la littérature. Mais chaque œuvre littéraire sera la mise en pratique d'une notion de la littérature, et à chaque fois qu'on se met à lire, à comprendre et à analyser un texte littéraire, il nous faudra l'effort de définir plus ou moins comment ou qu'est-ce que ce texte que nous avons en face de nous. C'est-à-dire que toute généralité, toute généralisation autour de la littérature aura des limites. Parce que ça va s'appliquer à un roman, mais pas à un autre. D'accord? Et ça, c'est la magie, en fait. Peut-être ça vous dérange un peu, l'idée d'avoir un texte qui demande toujours une définition. C'est ça, par contre, la magie, l'intérêt, la curiosité de la littérature, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer d'organiser un peu plus les choses. Je commence avec une notion plus large, littérature. Quand on parle de littérature, il y a plusieurs genres textuels inclus. Assez souvent, on organise la littérature autour de 3 genres, je dirais, majeurs. Les romans, le théâtre et la poésie. Mais on peut faire la différence, par exemple, de l'épopée, ça existe toujours, mais c'est un texte qui est en train de disparaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la modernité, nous n'avons plus l'écriture de textes épiques, assez souvent. Mais il s'agit d'un texte narratif, mais en vers. Donc, c'est de la poésie narrative, le texte épique. Donc, vous voyez que c'est déjà un problème. Donc, ce n'est pas tout le texte narratif qui sera un roman. Donc, l'épopée est un texte narratif en vers, donc c'est de la poésie. Nous avons le théâtre, et le théâtre, avec toutes ces divisions, comme la comédie, la tragédie, le drame romantique, le théâtre de l'absurde, le théâtre contemporain, etc. Et dans la poésie, nous avons aussi plusieurs possibilités. Il y a le poème en prose, la poésie épique, dont je viens de parler. Nous avons la poésie lyrique, la poésie satirique, etc. Et les essais aussi, je vois ici un intervenu. Les essais, c'est ça dépend, parce que les essais, ça peut être un genre textuel et littéraire. Ça peut être un genre littéraire, mais aussi tout simplement un genre textuel. Un genre textuel, quand on parle d'essais philosophiques, des sciences politiques, par exemple, de économie, etc. Et par contre, nous avons certains essais des critiques littéraires, de philosophie comme Montaigne. Mais la littérature nous permet aussi de travailler certains essais dans les champs d'études de la littérature. C'est le cas de Montaigne, par exemple. Vous voyez, moi, j'essaye assez souvent de travailler Montaigne dans les cours de panorama de la littérature française. Et ce n'est pas toujours qu'on va retrouver Montaigne étudié dans un cours de philosophie. Mais il est considéré un philosophe, un penseur, mais sa façon d'écrire est assez littéraire, raison pour laquelle on peut l'étudier aussi dans la littérature. Mais ce qu'il fait n'est pas forcément
de la fiction, n'est-ce pas? Ce qu'il fait, c'est de la réflexion. Et la façon d'écrire, le travail sur le langage est un travail littéraire, je dirais. Mais c'est bien rappelé, les essais. Et donc, j'essaye de réduire littérature, genre textuel ou genre littéraire, théâtre, poésie, roman. Et dans les romans, on aura encore, ou peut-être avant d'entrer dans les romans, j'aurais pu dire le récit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Récit, pour ne pas confondre, parce que nous avons l'adjectif en français, narratif, narrative, n'est-ce pas? C'est-à-dire un texte narratif, un texte narratif, donc narratif c'est adjectif. Et on peut avoir par exemple une histoire narrative, juste pour avoir ici une expression. Et donc, assez souvent, on traduit récit en portugais comme narrative, narrative comme substantivo no português. Okay? Et récit en français, dans le terme récit, dans ce, comment on dit ça, dans ce parapluie récit, on peut mettre en dessous les romans, les contes, les nouvelles, les autobiographies, quoi d'autre, les fables, n'est-ce pas, qui sont aussi des contes des histoires de récits racontés avec certaines spécialités, n'est-ce pas? Donc, les plus proches ici, ce sont les contes, les nouvelles et les romans. Les contes, ce sont des récits courts. Il y a toute une théorie du conte aussi qui va définir, c'est très intéressant, mais ce n'est pas notre objet ici. Comme par exemple, tout d'abord, c'est cette idée-là. Le conte comme une histoire courte avec une morale à la fin. Si on pense au conte de Charles Perrault, l'exemple, le petit chaperon rouge, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons une histoire racontée avec une morale ou une moralité à la fin. Dans la modernité, on aura, surtout à partir d'Edgar Allan Poe, l'écrivain américain, à l'idée de raconter une histoire, mais il y a toujours une deuxième histoire qui n'est pas racontée. Il y a plusieurs contes Edgar Allan Poe qui utilisent cette stratégie, c'est-à-dire vous racontez une histoire, et dans cette histoire racontée, il y a une autre histoire qui n'est pas racontée. Et donc, c'est à nous d'essayer de l'interpréter. Vous voyez? Voilà, pour les contes. Les nouvelles sont assez souvent un type de récit un peu plus long que le conte. Et les contes, comme un récit court, évidemment, ça va dépendre de chaque conte, de chaque texte, mais aussi, assez souvent, les contes, l'action commence déjà dans les débuts du récit. Il n'y a pas trop d'introduction, de présentation des personnages, de l'environnement, de l'espace, parce que c'est un récit court. Mais parfois, l'écrivain trouve l'espace et le temps d'expliquer un peu plus la scène, on dira comme ça. La nouvelle, elle a la spécificité d'avoir, dans la théorie, plusieurs noyaux d'action, noyaux, nucléos. Dans le vocabulaire des fruits, on dit noyau pour caroço, n'est-ce pas? Par exemple, les noyaux d'un avocat, é o caroço do abacate.
mais noyau, ça peut être aussi nucléo. D'accord? Et donc, une nouvelle, c'est un récit plus long assez souvent. Mais ça, c'est pas mathématique et c'est pas précis. Assez souvent, nous avons le conte comme le récit le plus court, nous avons la nouvelle comme intermédiaire et les romans comme plus longs. Par contre, les plus importants à distinguer de la structure de la nouvelle, c'est assez souvent avoir plus d'un noyau d'action, mais un núcleo de ação. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'un groupe de personnages autour de noyaux différents d'action. Les romans, par contre, et là on commence à entrer dans le vif du sujet, assez souvent nous avons une action centrée sur un personnage ou sur un groupe de personnages autour de cette action. Cette histoire aura une certaine longueur, mais dans la contemporanéité, on verra par exemple des romans assez courts. Mais dans la modernité, nous avons aussi des romans assez longs. Je vais vous montrer ici, désolé. Pardon. Nous avons des exemples ici comme Les Rouges et les Noirs, des romans à 600 pages. N'est-ce pas? Par contre, je vous ai indiqué ici de romans à lire de moins de 100 pages. N'est-ce pas? C'est une marque peut-être du roman contemporain. N'est-ce pas? On aura des romans un peu plus courts. Je suis désolé, j'ai commis la faute de boire du chimarrão avant. En français, on dit maté. On match, né? Maté. Avant les cours, et je pense que là, ça va pas très bien. Mais voyons. Donc, il y a le roman. On aura assez souvent l'action autour de un noyau d'action, c'est ça, boucle adjacent. Et puis nous aurons, on peut parler tout d'abord des personnages. Les personnages sont assez souvent, il y a quelque chose intéressant autour des personnages parce que de façon pardon, je suis vraiment désolé. Assez souvent, notre manière amatrice de traiter les personnages, c'est de les considérer comme des personnes, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une psychologie, une volonté, ils ont leur désir, leur passion, leur drame, et donc on a la tendance à les considérer comme des personnes. Mais assez souvent, dans la théorie, on va les traiter comme des êtres de papier, comme on dit dans une certaine théorie autour du personnage. Et ce qui est important à distinguer, nous avons toute une théorie des personnages qui vont distinguer les personnages par rapport à leur profondeur. Ici, je ne vais pas dire profondeur tout simplement psychologique. Ça peut être profondeur morale, psychologique, existentielle, descriptive, etc. Et donc, ce n'est pas très important si vous reculez dans les temps, dans les années 60, 70, les courants théoriques du structuralisme a défini toute une nomenclature
conceptuel pour plusieurs types de personnages. C'est fatigant, je dirais. Et assez souvent, on n'arrive pas à couvrir toutes les possibilités de personnages qui peuvent exister. Donc, j'aime pas trop insister dans le terme pour définir chaque type de personnage, mais plutôt de vous expliquer plus ou moins les notions possibles et vous vous débrouillez, c'est civil, dès que vous lisez un roman pour analyser le personnage. Et vous pouvez, dans cette analyse, décrire ou même créer un concept qui répond à votre besoin. D'accord? C'est-à-dire que, comme je disais, on peut définir cette notion de personnage par rapport à leur profondeur psychologique, morale, existentielle, etc. Mais nous avons cette nomenclature, par exemple, de parler de personnages sphériques e personagens plats. En português, personagens esféricos e personagens planos. C'est-à-dire que les personnages sphériques, ils ont une profondeur, ils ont un volume, et les personnages plats n'ont pas de profondeur, sont plats, mais sont planos. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas... dans cette différenciation, c'est-à-dire que le plus important à retenir, c'est le personnage profond, il va se modifier pendant le récit. Le personnage plat, normalement, il va rester tel comme il est. Il n'aura pas de différence. Assez souvent, ça peut être un personnage secondaire. Et comme ça, on n'a pas trop d'informations et on a l'impression qu'il reste tel quel du début à la fin. Mais ce n'est pas toujours comme ça. On peut avoir aussi un personnage principal qui va rester tel quel jusqu'à la fin. C'est le cas, par exemple, du conte philosophique de Voltaire, Candide ou l'optimisme. Il y a le personnage de Pangloss qui reste jusqu'à la fin avec la même idée. Et c'est un personnage présent dans les contes. Donc, pour les personnages, pensez à cette idée-là. Si le personnage a une certaine profondeur, s'il se modifie pendant le récit, et en plus, ce personnage, nous avons accès à ce personnage de façon interne, c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur de la personnalité, de la psychologie de ce personnage, ou nous sommes à l'extérieur comme une caméra qui montre ce personnage. Vous voyez que c'est impossible de parler d'un aspect sans parler d'un autre. On peut isoler les aspects pour l'analyse, mais on finit par toucher ou par entrer dans un autre aspect de la structure du roman. Donc, voilà. Pour le personnage, je pense que ça suffit un peu de penser comme ça. Et important aussi, les personnages sont les agents de l'action racontée. N'est-ce pas? Parce que quand on raconte une histoire, on situe l'action dans un espace, dans un temps précis, et nous avons les personnages comme les agents de cette action, parce que l'action, elle ne peut pas s'accomplir ou se réaliser sans avoir les agents qui les réalisent. Et ces agents-là sont les personnages, n'est-ce pas? Et évidemment que ces personnages sont une espèce d'imitation ou représentation de nous-mêmes. N'est-ce pas? Et même, par exemple, les fables, nous avons des animaux comme personnages, mais ces animaux-là, ils sont plutôt humanisés, personnifiés.
pas? Ils vont même agir selon certains principes, une certaine moralité humaine. N'est-ce pas? C'est bon pour le personnage. On peut parler du temps aussi. Avant d'entrer dans les temps, je vais parler du narrateur. Le narrateur, c'est... parce que le narrateur va lier un peu ces choses-là. Les narrateurs, c'est... Le narrateur, c'est la voix qui nous raconte l'histoire. Et vous savez très bien que nous avons... le plus commun, c'est d'avoir un personnage soit à la troisième personne, soit à la première personne. N'est-ce pas? Et assez souvent, la fonction du narrateur, c'est nous raconter l'histoire. L'histoire, ou une histoire qui s'est passée avec lui, ou avec elle, c'est une narratrice, ou il nous raconte une histoire qui s'est passée avec quelqu'un d'autre. Et en plus, le narrateur qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, il peut raconter cette histoire comme s'il a été le témoin de cette histoire, c'est-à-dire qu'il a vu ce qui s'est passé, il était présent dans l'action et il nous raconte, ou par contre, ça peut être un narrateur, comme on dit, omniscient, c'est-à-dire qui est une espèce de dieu qui voit la scène sans être mêlé, sans être présent, mais qu'il connaît tout ce qui s'est passé, il sait tout ce qui s'est passé, et il nous raconte les détails, parfois les détails même d'un personnage, de l'intimité d'un personnage, et on peut se poser la question comment le narrateur est au courant de ce qui se passe avec le personnage. Et vous voyez que là, la figure du narrateur est quelque chose de très délicat, parce que parfois on trouve des failles, des problèmes d'écriture des romans. J'aime bien démystifier les écrivains parce que assez souvent on étudie les écrivains comme les canons littéraires, les classiques, les génies littéraires, et tout ce qu'ils écrivent, c'est des chefs-d'œuvre, obras primes, n'est-ce pas? Et parfois, quand on regarde techniquement, on est capable de retrouver des problèmes de cohérence, des problèmes de logique même dans le récit, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer certaines stratégies que certains écrivains trouvent pour faire le tour, pour contourner ce genre de problème. N'est-ce pas? C'est de dire que genre, ils ont retrouvé un archive avec des lettres ou parfois dans le récit, le narrateur dit je ne peux pas dire plus parce que j'arrive pas à savoir. Il y a des stratégies comme ça pour essayer de laisser le texte plus crédible, n'est-ce pas? Parce que l'objectif du narrateur ou de l'écrivain, c'est de nous faire croire et de suivre l'histoire jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Donc, dès que nous avons... et le plus intéressant, le narrateur n'est pas toujours nécessaire dans un récit ou dans un roman, plutôt. D'accord? Je vais vous montrer ici un exemple de roman sans narrateur. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, nous avons aussi, autour du narrateur, si vous vérifiez la bibliographie complémentaire que je vous ai indiquée autour des aspects structurels du roman,
vous allez retrouver qu'il y a aussi, ou vous allez remarquer qu'il y a aussi toute une série de définitions pour chaque ou pour plusieurs types de narrateurs. Le narrateur intrusif, c'est celui qui donne son opinion ou qui s'introduit dans l'histoire qu'il raconte. Parfois, on ne sait pas si ce qui est raconté, c'est l'opinion du narrateur ou du personnage. On peut avoir les narrateurs omniscients qui sait tout ce qui se passe, mais, comme je disais tout à l'heure, ne se mêle pas de la scène, et qui non se mistura com a scène. Nous avons la caméra, qui nous donne un point de vue externe sans entrer dans l'intimité des personnages. Nous avons les personnages narrateurs, n'est-ce pas? Et en plus, une des choses les plus importantes, ne pas confondre ou ne confondez pas le narrateur avec l'écrivain. Là, nous avons trois instances différentes. L'écrivain, c'est-à-dire la personne. Tout d'abord, nous avons la personne, comme on dit ici assez souvent en portugais, le CPF. C'est une personne qui a sa vie, son adresse, son compte bancaire, etc. Nous avons cette instance écrivain, qui est la personne qui écrit et qui se met en public comme un créateur, un écrivain, etc. Nous avons les narrateurs de l'histoire et nous avons les personnages. Et c'est très important de distinguer chacun parce qu'assez souvent, et pourquoi je vous demande de faire cette différenciation entre la personne physique et l'écrivain, parce qu'on tend à confondre les deux. C'est-à-dire que la façon dont l'écrivain se montre publiquement, ce n'est pas forcément la personne qu'il est dans son intimité. N'est-ce pas? Un très bon exemple, c'est Chick Buarque. Assez souvent, surtout en raison de la figure de la femme dans les chansons de Chick Buarque, nous font penser à un écrivain ou à un musicien, dragueur, comment on dit ça en français? C'est le dragueur, c'est le Casanova, comme on dit, cette figure charmante qui va toujours séduire les gens, les femmes. Soit, par contre, la personne Chick Buarque, c'est quelqu'un de beaucoup plus réservé que cette image que nous avons de lui en tant que compositeur. N'est-ce pas? Donc, ce sont des figures différentes. Et en plus, le narrateur, même si nous avons, et je vais vous montrer un exemple pareil, il y a des écrivains qui essayent de faire confondre qui ils sont dans leur vie réelle et le narrateur. Et c'est très important de distinguer parce que sinon, ça dépend des problèmes posés, comme le cas de Houellebecq, qui assez souvent montre un côté raciste, misogyne, etc. Et il essaye de faire confondre ces narrateurs avec lui, en tant que personne physique. Mais par contre, vous voyez, il est toujours écrivain, il écrit ses romans, mais il n'est pas mis en prison en raison de ce qu'il écrit, parce qu'on considère toujours comme de la fiction. Même si, dans ce contexte fictionnel, il essaye de confondre les instances, comme on dit, les instances d'auteur, instâncias autorais ou instâncias do autor. Et c'est important de faire cette distinction. Personne physique, écrivain,
l'écrivain, c'est le, on va dire, cette image que l'écrivain montre en public. D'accord? C'est-à-dire que cette image qu'il nous montre en public n'est pas forcément l'image de son intimité. Et nous avons les narrateurs. Parfois, c'est facile de distinguer et parfois, ce n'est pas facile. D'accord? Juste pour vous, je vous donne déjà un exemple pour essayer de laisser ça plus clair. Ici, nous avons un roman de Louis-Ferdinand Céline, D'un château l'autre. Et donc, vous voyez ici, c'est la couverture du livre, Céline, c'est le surnom de l'auteur. L'auteur s'appelle vraiment Louis-Ferdinand Destouches. Et ici, nous avons les titres du roman, D'un château l'autre. Et on commence, et on voit ici, Louis-Ferdinand Céline. Vous voyez que Céline, comme je vous ai dit, l'auteur personne physique s'appelle Louis-Ferdinand Destouches. Les noms des plumes, c'est-à-dire les noms d'écrivains de Céline, c'est Louis-Ferdinand Céline ou tout simplement Céline. Et ici, nous avons le titre du roman, la maison d'édition et l'année de publication. Et donc, ici, nous avons quelques lignes sur l'auteur. Ici, et ici, les débuts du récit. Ça, c'est le début du récit. Je vais vous montrer quelque chose ici. En fait, je n'ai pas souligné ça parce qu'il va se nommer dans le texte. Oui, mais je peux vous montrer ça d'une autre façon ici. Voilà. Je vais lire les premières lignes et peut-être je change ici pour vous aider à me suivre. Je vais lire jusqu'ici. Donc, voyons. Le roman commence comme ça. Pour parler franc, là, entre nous, j'ai fini encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. Je le répète pour la millième fois, après bien des allers au retour, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge, vous me direz, il y a l'âge. C'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, de se relancer en clientèle, ci ou là. Ah, je vous oubliais, je suis médecin. En fait, toutes ces informations-là sont les informations de l'écrivain. Ici, il parle à la première personne, comme vous voyez, je finis encore plus mal. Il dit, je suis né à Courbevoie, Seine. Céline est née à Courbevoie. Quand il écrit ses romans, l'âge de 63 ans, et Céline, l'écrivain, est médecin. Donc, vous voyez comment un cas dans la littérature contemporaine, ou au XXe siècle, assez souvent, il y a cette stratégie ou comment je peux définir ça, cette envie, ce vantage de l'écrivain de se confondre ou de faire confondre sa personne avec son œuvre. Et Céline, c'est ce genre d'écrivain, ce qu'il écrit n'est pas de l'autofiction. C'est plutôt, c'est pas une autobiographie, mais c'est quelque chose qui part de sa vie, mais c'est de la fiction. Ça reste encore de la fiction. Donc c'est un type de roman assez compliqué à distinguer
qui est qui dans je vais dire comme ça, dans ces bordels, n'est-ce pas, nessa bagunça. Ok? Donc là, pourquoi je parle de Céline? Parce que je parlais du narrateur. Donc le narrateur va nous... Le narrateur, c'est cette voix narrative qui nous met en contact avec les personnages, l'action, les temps et l'espace. C'est celui qui nous raconte l'histoire. Et cette idée aussi de raconter une histoire, c'est peut-être la justification qui explique pourquoi encore aujourd'hui on lit de la littérature narrative, pourquoi on s'intéresse au cinéma, aux séries télévisées, aux novellas télévisées. C'est presque un besoin anthropologique que nous avons de raconter des histoires et d'écouter des histoires racontées. Vous voyez ici, j'essaie presque de quitter ces côtés plutôt techniques du roman et d'entrer dans un aspect plutôt, comme je disais, anthropologique. C'est pourquoi, quelle est la raison de notre intérêt pour les récits littéraires, cinématographiques, séries télévisées, etc. Et vous voyez, juste pour vous mettre dans cette atmosphère de ce besoin anthropologique, il suffit de penser à notre activité, je ne sais pas, dès que quelque chose nous arrive, on cherche quelqu'un pour raconter. On appelle quelqu'un de la famille, un ami ou un proche, pour dire je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui m'est passé, ou ce qui s'est passé avec moi, par exemple. Nous avons ce besoin de raconter. Et assez souvent, un autre exemple anthropologique, c'est dès que on prend conscience ou on prend connaissance d'un commérage. Commérage, c'est fofoque, n'est-ce pas? Et quelqu'un nous dit j'écoutais ou j'ai entendu parler quelque chose à propos de quelqu'un. Vous voulez savoir? Et assez souvent, on est prêt à écouter. Donc, vous voyez que ça montre, d'une certaine façon, c'est un exemple banal, mais qui montre ce besoin de raconter une histoire ou d'écouter une histoire narrée, racontée, etc. Comme vous savez, moi, je viens du Minas Gerais, et on est très connu, ça fait partie de la culture populaire du Minas, os causos, n'est-ce pas? Et nous avons des conteurs, des gens qui racontent ces histoires-là. Et vous voyez un autre exemple de genre, je dirais de récit non littéraire, c'est le stand-up comedy, ou ce genre de comédie stand-up. En français, on dit un stand-upper pour les comédiens. Et vous voyez que c'est différent de raconter une blague, n'est-ce pas? Raconter une blague, c'est je vais vous raconter une blague. Il y avait un Portugais, un Brésilien et un Américain, genre. La comédie stand-up, elle est différente, elle est plutôt narrative. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir, d'écouter des comédiens de stand-up. Et c'est assez souvent comme ça. Un autre jour, j'étais avec un ami, ça m'est arrivé que une telle chose. Écoutez, je pensais un autre jour, c'est assez souvent en première personne et assez souvent ça part de quelque chose de vécu qu'il nous raconte. Mais il y a toujours l'action de raconter. Et l'humour vient à partir des situations vécues et racontées. N'est-ce pas? Et vous pouvez aussi remarquer dans ce genre
de sketch, de stand-up comédie, des stratégies littéraires utilisées, genre la spectative construite, la répétition de certaines choses. Parfois, il y a une blague au début qui est reprise à la fin et ça ferme un tout. Donc, c'est quelque chose, j'essaie de vous donner des exemples qui sortent de la littérature pour vous montrer la présence du narrateur. N'est-ce pas? Voilà, même les milieux journalistiques. Nous avons quelqu'un qui raconte l'article de journal, par exemple, n'est-ce pas? Qui fait, on va dire, la chronique du jour, n'est-ce pas? Le président aujourd'hui est parti au meeting des présidents du G8. Donc ça, c'est un récit aussi, et nous avons donc le journaliste qui raconte. Vous voyez, tout ça, c'est autour de cette figure du narrateur. Le narrateur, donc, n'est pas seulement présent dans la littérature. Le narrateur, il est présent dans toute histoire racontée. Dans toute histoire racontée. La littérature, comme art, va jouer avec la figure du narrateur, va problématiser la figure du narrateur. Et comme je disais tout à l'heure, narrateur omniscient ou intervenant qui intervient dans l'histoire racontée. Il y a aussi les narrateurs, ce genre de narrateurs auxquels on ne peut pas faire confiance. Pourquoi? Parce que le narrateur aura toujours un point de vue, un point de vue. Et surtout dans la littérature moderne et contemporaine, nous avons ces points de vue plutôt visibles. C'est quelque chose qui est laissé plus clair dans l'histoire racontée. C'est-à-dire que assez souvent, ce narrateur, il va raconter l'histoire, mais il va omettre certaines opinions ou certaines... En fait, c'est ça. Il peut omettre ou il peut émettre. Je fais un jeu de mots avec omettre, omitir, ou émettre comme émitir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il peut se manifester ou cacher une information. Et en plus, l'information qu'il nous donne, ça peut être une information vraie, véritable, ou peut-être fausse. Donc, c'est quelque chose, le narrateur, c'est une figure qui nous intéresse parce qu'on veut écouter l'histoire qu'il nous raconte. Mais on doit toujours être en position de garde pour ne pas faire confiance dans tout ce qu'il nous dit. Il faut toujours se méfier du narrateur, de ce qu'il nous raconte. D'accord? Ou même se poser la question, pourquoi il nous raconte ça? D'accord? Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est pas présent dans tous les romans, c'est plutôt une généralité, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça vous sert juste pour rester attentif au moment de lire un roman. Qui est le narrateur? Est-ce qu'il y a un narrateur? Est-ce qu'on est capable de dire quels sont les propos du narrateur quand il se décide de nous raconter cette histoire? Et si on peut faire confiance, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici vous avez affiché l'introduction du roman de Céline. Et Céline, c'est ce type de narrateur auquel on ne peut pas du tout faire confiance. Parce qu'il va essayer de nous raconter sa vérité et on sait très bien que l'histoire
le contexte historique qu'il nous raconte, il nous raconte avec une vision, je dirais, idéologique. C'est sa vision de l'histoire. Donc, c'est quelqu'un de très... qui agit parfois de mauvaise foi. Um narrador que age, às vezes, de má fé. D'accord? C'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, je vous ai parlé rapidement des personnages, des narrateurs. Parlons un tout petit peu de l'espace. L'espace, c'est peut-être assez souvent, peut-être c'est une catégorie un peu moins problématique et peut-être plus facile à remarquer ou à observer. L'espace, assez souvent, c'est où se passe l'histoire. C'est facile de penser comme ça. Ça dépend du roman, ça dépend du narrateur, etc. Parce que, d'une façon non problématique, l'espace, c'est, comme je viens de dire, où se passe l'histoire. Si nous avons un narrateur objectif, il va nous décrire les décors, l'ambiance, une ville, la campagne, etc. Il peut être plus ou moins descriptif. Il peut être plus détaillé dans ses descriptions ou moins détaillé dans ses descriptions. Mais par contre, vous voyez, si nous avons un narrateur caméra, il va nous donner un panorama externe de l'espace. Mais par contre, on peut considérer aussi l'espace psychologique d'un personnage ou d'un narrateur. Là, on sera par exemple dans l'atmosphère créée par le narrateur, le personnage, qui nous met pas dans une ville, pas dans une maison, mais plutôt dans la conscience d'un personnage. Et si nous sommes plus proches de la conscience d'un personnage, c'est important aussi de se demander si les informations sont concrètes, si ce qui nous est raconté est plutôt une perception ou la vérité de l'espace. Vous voyez, ce que j'essaye de vous montrer, c'est de comment vous situer pour penser l'espace d'une œuvre. C'est ça. Si c'est quelque chose de plus concret ou de plus psychologique. Si on est capable d'observer un effet de réel, um efeito de real, ou si nous sommes dans un espace trouble, difficile à se situer. D'accord? Je vais profiter cette discussion sur l'espace pour vous donner deux exemples de description. D'accord? Nous avons ici, je vais commencer avec Stendhal. Voyons ici. Voilà. Ici, je vous montre, c'est le rouge et le noir. J'ai changé, vous avez la couverture du roman. Et je vais prendre l'outil ici de souligner le texte. Donc, Stendhal, Les Rouges et le Noir, chronique du 19e siècle, c'est un roman publié en 1830. Et Stendhal est un écrivain associé au réalisme du 19e siècle. Donc, ces courants littéraires est un courant littéraire plutôt objectif. Donc, normalement, on aura un narrateur plus ou moins omniscient, détaché de l'action, qui nous raconte de façon objective l'histoire qui se passe. Donc, livre premier,
Je zoome. Et je vais lire le premier paragraphe. Je peux zoomer encore. Voilà. Voilà. Donc ici, vous allez voir une description assez objective de la ville où va se passer l'histoire qu'il va raconter. Donc nous avons un narrateur qui, avant de commencer l'action, avant de nous présenter le personnage, il nous présente la ville où va se passer l'histoire, de façon très objective. Et vous allez voir qu'on est même capable d'imaginer, de visualiser la ville où va se passer l'histoire. Donc, la petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. La Franche-Comté, c'est un département de la France. Je ne sais pas si c'est une région ou un département. Mais vous voyez, le roman commence avec les noms de la ville. La petite ville de Verrières peut se passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Vous voyez qu'on commence déjà à imaginer une ville en France très jolie, charmante, romantique peut-être, bien aménagée. Ces maisons blanches avec leurs toits pointus, des tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Donc vous voyez, nous avons ici la description des maisons blanches avec les toits pointus, les tuiles rouges. Donc nous avons le panorama de plusieurs maisons de la même couleur, les toits de la même couleur, qui s'étendent sur la pente d'une colline. C'est très, très idyllique, dont des touffes de vigoureux châtaigniers, de castagniers, marquent le moindre sinuosité. Les douves coulent à quelques centaines de pieds au-dessus de ces fortifications bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées. Donc, vous voyez, nous avons une description claire. On est capable de visualiser. Vous voyez, si on était un réalisateur de cinéma et on veut faire une version de ce roman au cinéma, il nous faudra, par exemple, trouver une ville avec cette description. Et peut-être il y aura, soit il y aura une voix en off qui va raconter ce début de l'histoire, ou sinon tout simplement la caméra qui nous montre. On n'a pas besoin du verbal. On peut avoir dans le cinéma tout simplement besoin du visuel, n'est-ce pas? Donc ici, le but c'était de vous montrer une description de l'espace de façon détaillée, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il va continuer ici dans la description de la ville. Je ne vais pas le dire, mais je vous le dis. Il continue sa description de la ville. Voilà, encore la description de la ville. Voilà. Donc, nous avons, je vous montre ici, ça commence ici, dans cette première page, parce que l'Internet est lent, le Wi-Fi, et vous voyez que je change le texte ici, mais ça ne s'affiche pas encore pour vous. Voilà. Ici, nous avons la première page du roman, la description de la ville. La deuxième page du roman, c'est encore la description de la ville. Et ici, tout en bas, le dernier paragraphe de la deuxième page, tel est le maire de Verrières, monsieur de Rênal. C'est le premier personnage présenté. Donc, il commence avec toute une description de l'espace de façon objective, et puis c'est sa façon de situer les personnages. Je passe à un autre exemple ici.
pour encore parler de l'espace. Ici, le livre que j'utilise ici s'appelle Tropisme. C'est un livre de Nathalie Sarraute, publié en 1957. Si peut-être vous avez suivi Panorama avec moi, peut-être vous avez lu cet extrait de Tropisme. Tropisme, c'est un livre assez avant-gardiste de ces mouvements du nouveau roman qui mettaient en question ces aspects structurels du roman. C'est-à-dire, met en question de façon à montrer la limite de certains, ou pas la limite, mais plutôt le caractère conventionnel de ces aspects structurels du roman. Quand je dis que le nouveau roman comme un mouvement esthétique du roman avait comme principe mettre en question les convenances ou le mot que j'ai utilisé, c'est-à-dire les idées reçues des aspects structurels du roman. Les idées reçues são as clichês, a gente pode dizer assim, ideias préconcebidas, n'est-ce pas? Donc, l'objectif de Nathalie Sarraute, de Rob Guerrier, de Michel Butor, c'était d'écrire des romans en mettant en question certains aspects déjà structurés du roman. Et le cas de Nathalie Sarraute, c'est la notion d'espace va être moins précise et les personnages ne seront pas psychologiquement définis. Et dans ce livre, Tropisme, publié en 1957, mais il est écrit dans les années 30, l'idée des tropismes, c'est plutôt de passer au lecteur plutôt une sensation et non pas la description exacte de quelque chose qui s'est passé. D'accord? Le livre de Stendhal, Les Rouges et le Noir, c'est un livre classique du réalisme, c'est-à-dire il va nous créer cette impression de voir la scène qui se passe. Nous avons l'impression d'arriver dans la ville de Verrières, on fait un tour de la ville et on prend contact avec les personnages. Le texte qui est en face de vous, de Nathalie Sarraute, retiré de ce livre Tropisme, c'est un texte qui a pour objectif plutôt nous transmettre une sensation. Et voyons le texte. Par les journées de juillet très chaudes, les murs d'en face jetaient sur la petite cour humide une lumière éclatante et dure. Je vais lire les deux premiers paragraphes. Il y avait un grand vide sous cette chaleur, un silence, tout semblait en suspens. On entendait seulement, agressif et strident, les grincements d'une chaise traînée sur les carreaux, les claquements d'une porte. C'était dans cette chaleur, dans ces silences, un froid soudain, un déchirement. Et je vais continuer jusqu'ici. Elle restait sans bouger sur les bords de son lit, occupant le plus petit espace possible, tendu, comme attendant que quelque chose éclate, s'abatte sur elle dans ces silences menaçants. Vous voyez que l'espace ici n'est pas très clair. Évidemment, on est situé quelque part. Il y a une situation, une scène présentée, mais cette scène n'est pas présentée de la façon objective et conventionnelle du réalisme du XIXe siècle. Cette façon ou cette manière conventionnelle du réalisme du XIXe siècle, c'est
la description détaillée, obsessive, objective. Et ici, nous avons une description qui nous apporte plutôt la sensation de l'environnement. Et voyons comment elle crée cette sensation. La sensation s'est créée à partir de l'appel qu'elle fait à nos sens, le toucher, nos capacités de perception. Vous voyez que le texte d'avant, de Stendhal, on est capable de visualiser, de voir l'arrivée dans la ville de Verrières. Et ici, nous avons la perception ou la capacité de sentir comme le personnage. Voyons. Par les journées de juillet très chaudes. Vous savez que juillet en France, c'est l'été et assez souvent, il fait très chaud. Donc, pensez à certains jours très chauds. Les murs d'en face jetaient sur la cour humide une lumière éclatante et dure. Donc, vous voyez, il y a une cour. La cour, c'est lié au patch, humide. Donc, nous avons la sensation d'humidité. Une lumière éclatante et dure. Chaleur, humide ou humidité et une lumière éclatante et dure. Donc, vous voyez que la description nous transmet plutôt une sensation pas très confortable, de déconfort, n'est-ce pas? Et ça continue. Il y avait un grand vide sous cette chaleur, vide, un vazio, un silence. Donc, vous voyez que les éléments utilisés pour décrire ici ne sont pas très palpables, touchables. Un vide, un silence. Tout semblait en suspens. On entendait seulement agressif et strident le grincement d'une chaise traînée sur le carreau. Les grincements é o chiado, talvez, né? Agressif e estrident d'une chaise traînée, uma cadeira arrastada sur le carreau, o azulejo ou cerâmica, né? O carreau quadrado, sei lá. Les claquements d'une porte. Vous voyez, c'est toujours très intéressant de penser au cinéma, parce que une scène comme celle-là, dans le cinéma, elle est construite assez souvent avec la caméra sur la cour. La caméra va estar sobre o pátio et on va écouter les grincements de la chaise et les claquements de la porte. On ne va pas voir ça. Parce qu'on n'a pas besoin de le voir pour être conscient de leur présence. Vous voyez? Ça, c'est très intéressant ici. Donc, moi, j'imagine, si c'était moi, le réalisateur, ou avec la tâche de faire une vidéo ou un film sur ce texte de Nathalie Sarraute, moi, je ferais comme ça. La caméra peut être statique sur les murs et la lumière éclatante, et derrière, on allait écouter les grincements de la chaise et les claquements de la porte. C'était dans cette chaleur, dans ce silence, un froid soudain, un déchirement. Vous voyez qu'un froid soudain, un déchirement, c'est pas possible de visualiser ici. Et en plus, le vide, le silence, la chaleur, moi, je représenterai le vide, la chaleur, le silence avec la caméra statique. Et peut-être une lumière éclatante. Et vous voyez que c'est toujours, l'intention, c'est toujours de nous donner une sensation. La description ici est là, l'objectif de nous donner une sensation et pas la vision de la scène. Elle restait sans bouger sur le bord de son lit, occupant le plus petit espace possible, tendue comme attendant que quelque chose éclate, s'abatte sur elle dans ce silence menaçant.
Moi, je ferai 2 tableaux pour ce film. D'abord, un tableau statique sur la cour, la caméra arrêtée, statique, comme je vous ai décrit, et puis on coupe et on aura la caméra dans la chambre, la femme assise sur le bord du lit, et aussi la caméra arrêtée. Pas de mouvement dans la caméra. Peut-être tout simplement un mouvement de zoom. La caméra s'approche du personnage. Et ici, je descends encore un petit peu pour vous donner l'exemple du personnage. Elle, vous voyez que tout est souligné ici en raison pour vous montrer le personnage. Elle entendait dans les silences pénétrant jusqu'à elle, les longs des vieux papiers à raies bleues du couloir, les longs des pentures sales, le petit bruit qui faisait la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle entendait se fermer la porte du bureau. Elle restait là, toujours recroquevillée, attendant sans rien faire. Ici, c'était juste pour vous montrer que dans les textes de Nathalie Sarraute, dans ce livre, Tropisme, les personnages n'ont pas de noms. Et l'objectif n'est pas de nous donner la psychologie du personnage, n'est pas de nous faire nous identifier avec le personnage. Et une fois que ces personnages sont neutres, sont impersonnels parce qu'ils n'ont même pas de nom, l'objectif c'est de nous mettre en contact avec cette sensation qu'ils sont en train d'expérimenter. Et dans le cas de ce texte-là, c'est une sensation de solitude, d'isolement et de quelque chose qui arrive. Un autre aspect ici de cette littérature plutôt contemporaine de Nathalie Sarraute, l'histoire racontée, elle ne nous raconte pas une histoire, elle nous donne ce tableau de ce moment. Et là, je peux entrer dans un autre aspect structurel. On arrive bientôt à la fin. Je vous ai donné cinq éléments. Personnage, narrateur, espace, temps, histoire. Le cas ici de texte de Nathalie Sarraute dans ce livre, elle nous raconte ce que j'appelle un tableau, un quadre. C'est-à-dire que ce qu'elle nous raconte, ce n'est pas un film, ce n'est pas une action en cours. C'est quelque chose qu'elle nous montre, le tableau, et c'est à nous, en tant que lecteurs, de remplir ce qui vient avant et ce qui peut se passer après. D'accord? Ça, c'est une autre caractéristique de la littérature. Cette invitation à remplir les espaces vides du texte. D'accord? Assez souvent, l'écrivain et le narrateur vont nous donner certaines informations. Ils vont omettre, ou ils vont, comme je vous ai dit, ils vont omettre d'autres informations et c'est à nous, dans notre interprétation, on va essayer de créer une certaine cohésion, une certaine cohérence dans le texte et donc on remplit avec notre interprétation les espaces vides laissés par le texte. C'est clair? C'est un peu abstrait. J'essaye de rendre ça un peu plus visible avec les exemples. Voilà. Et j'arrive au dernier élément du roman, le dernier aspect structurel qui est les temps. Les temps du roman, peut-être, il y a ceux qui considèrent les temps comme l'élément le plus important du récit. Parce que l'action du roman est temporelle, n'est-ce pas? Et peut-être c'est l'élément avec le plus
des possibilités à explorer, n'est-ce pas? Les personnages, le narrateur aussi. Mais le temps, c'est quelque chose... moi, je dirais que le roman est un art temporel. D'accord? O romance é uma arte temporal. Ce n'est pas tout à fait un art spatial, comme la sculpture, la peinture, quoi d'autre? La photographie, n'est-ce pas? C'est comme le cinéma, c'est temporel. Il y a un début, un développement et une fin. Et on expérimente l'action de façon temporelle. Il y a un enchaînement des actions, encadeamento das ações. Et ici, c'est la magie du roman. Cet enchaînement des actions peut se faire de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire que on découpe, on va dire, nous avons l'histoire comme l'intrigue, comme l'aspect de l'histoire racontée qu'on est capable de résumer, n'est-ce pas? Mais on prend cette histoire à raconter, on la découpe et on décide comment on va la raconter. C'est-à-dire que je peux commencer du début, expliquer chaque partie et j'arrive à la fin. Ou je peux commencer par la fin et je reviens au début et je vous explique le développement. Ou je peux vous raconter une partie, je saute une autre, je raconte encore un autre moment, je saute une autre période de temps et peut-être je vous omets la fin. C'est possible aussi, n'est-ce pas? Autre possibilité, nous avons les temps psychologiques, n'est-ce pas? Un temps qui n'est pas tout à fait chronologique du début à la fin. Donc, quand on parle des temps, il y a certaines notions qui sont très importantes, comme la chronologie des événements, c'est-à-dire quelle est la chronologie, quel est l'ordre des événements, quel est le premier événement, le deuxième, le troisième, le dernier. Ça, c'est la chronologie. L'autre, c'est la linéarité ou la non-linéarité des événements racontés. C'est-à-dire qu'il y a une chronologie des événements. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dernier. Mais si je vous raconte le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dernier, c'est linéaire la façon de raconter. Mais je peux vous raconter d'abord le premier, le quatrième, le troisième, le deuxième, le dernier. Donc, j'ai rompu avec la linéarité du texte. Et dans cette chronologie, cette linéarité, je peux encore introduire un autre problème. C'est la fragmentation de l'histoire racontée. C'est-à-dire que je peux vous raconter une partie, ne pas vous raconter une autre, raconter une autre, et voilà le récit. N'est-ce pas? Et vous voyez que ces caractères fragmentaires, c'est présent même dans les histoires que nous racontons. N'est-ce pas? Imaginez que vous êtes dans une fête, dans une soirée, et vous avez trop bu et vous avez embrassé quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous n'admirez pas. Et quelqu'un vous demande de raconter comment c'était la soirée, et vous allez raconter, vous allez omettre cet épisode de la soirée qui c'était le baiser. Et il arrive quelqu'un d'autre, il dit oui, mais vous n'avez pas raconté ce qui s'est passé entre vous et cette autre personne. Donc vous voyez que c'est possible de raconter l'histoire avec l'omission d'une partie, n'est-ce pas? Ou une autre possibilité, c'est de raconter l'histoire de la soirée, laisser comprendre que quelque chose s'est passé, mais on ne laisse pas clair qu'il y a eu ce baiser. Vous voyez? Donc, c'est une façon de
raconter sans raconter en détail. Donc, c'est ça, c'est ce genre d'émotions importantes. Chronologie des événements, si le récit est linéaire, s'il est non linéaire, s'il est fragmentaire ou s'il est complet. Nous avons aussi cette possibilité du flashback ou flash forward, c'est-à-dire qu'on recule dans le récit où on avance. Il y a certains éléments psychologiques assez importants comme les temps de la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous fait rappeler un autre événement, donc nous sommes guidés par la force de la mémoire et pas par la logique, n'est-ce pas? Ou sinon, une autre possibilité, c'est les traumatismes aussi, n'est-ce pas? On est guidé par le traumatisme qui nous met en contact avec quelque chose qui nous fait souffrir. Ou on raconte quelque chose sans raconter l'événement traumatisant. C'est-à-dire qu'on va raconter le détour, mais on ne va pas raconter l'événement traumatisant exactement. D'accord? Tout ça, ce sont les possibilités, n'est-ce pas? Et je parle de cette façon justement pour le moment d'analyser soit les romans de la dissertation, soit les romans qu'on va lire ici ensemble, on verra ces événements mis en pratique. Et je vais attirer votre attention pour identifier la présence de ces éléments dans le texte. Pourquoi? On peut tout simplement lire un roman, prendre connaissance de l'histoire, tomber amoureux ou s'identifier avec un personnage et c'est bon. Ça, c'est la façon dont la plupart des lecteurs amateurs lisent les romans. N'est-ce pas? Ils vont lire les romans, prendre contact avec l'histoire, s'identifier ou ne pas s'identifier, ou aimer ou détester un personnage. C'est ça. Quand on entre dans les aspects plutôt techniques, ça nous aide à analyser le texte, mais on va trouver aussi un plaisir, je dirais, intellectuel d'identifier certains aspects que, contrairement, on allait laisser se perdre, n'est-ce pas? Et vous voyez, genre, assez souvent, on va au cinéma, on regarde un film, et c'est ça, c'est pareil. On regarde le film, on aime le film. Assez souvent, on peut on peut jeter l'attention sur les vêtements d'un personnage ou le paysage ou quelque chose comme ça. Mais ça peut-être que ce n'est pas très important pour nous. Et quand il arrive la cérémonie du Oscar, de l'Oscar, on va voir que le film est beaucoup plus riche qu'on imaginait, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura un prix de photographie, c'est-à-dire quel a été le travail sur l'image du film. Et on voit qu'on peut regarder un film et faire attention à la photographie du film. Il y a un prix pour la musique du film. Donc, c'est-à-dire que on peut regarder le film et faire attention à la musique qui accompagne le film. De telle façon qu'on vend des albums sur la bande sonore de film. N'est-ce pas? Peut-être la plus, au moins dans le contexte français, la plus célèbre, c'est celle d'Amélie Poulain. N'est-ce pas? Vous connaissez sûrement la bande sonore avec les chansons de Ian Tiersen, n'est-ce pas? Meilleur acteur, meilleure actrice. Donc, vous voyez qu'on peut analyser techniquement la mise en scène de l'acteur, de l'actrice, du personnage principal, du personnage secondaire, etc. En plus,
je sais pas, dans les théâtres, nous avons les prix d'illumination aussi. Donc, vous voyez que observer ces aspects que j'ai mis en relief ici, personnage, narrateur, espace, temps et histoire. Il y a d'autres aussi, mais j'ai mis en relief ces 5 éléments-là pour débuter cette conversation aujourd'hui. Ça nous aide à identifier un peu plus la richesse du texte littéraire. Ça nous permet aussi d'expérimenter le plaisir d'autres aspects du livre, du récit, et ça nous aide à analyser aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que parfois, dans une première lecture ou dans une première vision du film, nous avons une impression. Et dès qu'on se met à analyser en détail certains aspects, on peut même changer, peut-être pas l'opinion, si on aime, si on n'aime pas, mais peut-être on peut trouver des détails qui vont renforcer ou réduire l'interprétation qu'on était en train de construire. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais juste voir si je veux encore vous montrer un autre exemple. Balzac, Madame Bovary, Nerval, peut-être Proust. Je vais lire ici. Oui, je vais lire ici juste le début de la recherche du temps, à la recherche du temps perdu. C'est l'ensemble de 7 livres de Proust. Le premier, c'est du côté de chez soi, et la première partie s'appelle Combray. Et le livre commence comme ça. Et vous voyez, voyez ici. Ouais, c'est bon, comme ça. Voilà. Donc, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait, je monte le texte ici, je suis là. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quator, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait. Non, je m'arrête là. Juste pour commencer. Voyons. Vous voyez ici, longtemps je me suis couché de bonne heure. Nous avons un personnage qui nous situe dans un temps passé, longtemps. Je me suis couché de bonne heure, c'est-à-dire que c'était une habitude qu'il avait dans le passé. Vous voyez comment c'est important pour l'analyse et même pour éviter cette sensation d'être perdu au début de la lecture. Et comme ça, quand on fait attention à certains aspects du texte, ça nous aide à mieux comprendre le texte. Donc, on a la première phrase du livre. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. On sait déjà qu'il parle d'un temps passé et il parle en première personne.
Donc, nous avons ici un narrateur en première personne. Et c'est possible de distinguer les temps c'est-à-dire les temps du récit et les temps de l'énonciation. C'est-à-dire que les narrateurs nous racontent une histoire. Maintenant, au présent, c'est le présent de la narration. Mais les contenus de cette narration font rapport au passé. Vous voyez que depuis la première phrase, nous sommes déjà capables d'identifier les narrateurs comme narrateurs personnages en première personne. Ils nous situent dans un passé, mais ils nous racontent au moment présent. Puis, parfois, à peine ma bougie éteinte, et là, il va décrire la situation. Vous voyez qu'il nous situe dans un temps et indirectement, nous sommes situés dans sa chambre parce que, et ça c'est important aussi, par exemple, du temps ou de l'espace psychologique. Parce que l'espace psychologique, assez souvent, n'est pas l'espace, un espace concret où on n'a pas besoin de la description objective de l'espace. On est capable d'appréhender. Ce moment de l'appréhension, c'est les moments où on fait des inférences sur l'espace, par exemple. N'est-ce pas? Ce n'est pas dit concrètement, mais on est capable d'imaginer. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux fermés si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Une demi-heure. Donc, vous voyez que les contextes, ici, c'est le contexte de quelqu'un qui lisait sur son lit. Et comme ça, on est déjà capable d'imaginer la chambre, le lit, le livre, le personnage couché sur le lit. Vous voyez que l'espace n'est pas, comme je disais, objectivement décrit. Mais si on nous demande de parler de l'espace de cette scène, nous sommes capables parce qu'on est capable d'appréhender. Voilà. Sinon, pour aujourd'hui, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui? Je sais que j'ai trop parlé, je vais pas faire ça souvent. Je vais essayer d'avoir un peu plus de votre participation, mais aujourd'hui, c'était une introduction. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Vous allez me répondre avec les silences. D'accord. Donc, l'idée, c'était plutôt de vous sensibiliser autour de ces éléments-là. D'accord? Ok, Grazielli et Anna Carolina. Donc, l'objectif, c'était plutôt de vous sensibiliser et pas de vous agacer avec une discussion trop technique. C'est plutôt de vous montrer que ça existe. D'accord? Si vous consultez la bibliographie complémentaire, vous allez trouver des informations plus techniques, intéressantes. Le plus important ici, c'est, par exemple, lisez le livre de la dissertation et le livre de Djali Amadou Amal. Et on va décortiquer ça. Mais s'il y a un aspect qui vous intéresse ou qui attire votre attention, l'espace, les temps, les personnages, la thématique, voilà. Et là, vous pouvez aller vers la bibliographie complémentaire nécessaire pour mieux analyser l'aspect que vous voulez. D'accord? Ça, c'est ce que je vais essayer de faire dans les commentaires de la dissertation. Ça va? Bon, l'idée, c'était celle-là. Et on peut terminer ici s'il n'y a pas de questions. Sauf Gabriel. Oui, tu me demandes, Gabriel, si la fiche est après les cours. Oui, je vais juste vérifier ici. Oui, voilà. La question de Gabriel que je laissais ouverte, je ne l'ai pas répondu tout à l'heure.
Donc, on va parler du livre Les Impatientes la semaine prochaine, le 1er février, et le 8 février. Donc, je vais vous laisser quelques jours, mais pas beaucoup. D'accord, Gabriel? Parce que l'objectif ici, c'est de vraiment terminer la discussion et passer au livre suivant. Si je vous laisse trop de temps, c'est-à-dire que vous allez perdre le temps avec l'activité au lieu de lire le roman suivant. Préparez la lecture pour la semaine prochaine et le 8 février, vous devez avoir terminé la lecture du roman Les Impatients. Parce que après, ce sera l'activité et je vais vous laisser, je sais pas, 2-3 jours pour terminer l'activité. D'accord? Et comme ça, je peux corriger, vous rendre la correction aussi et on suit les réflexions, la vie, etc. C'est bon? Donc, plus de questions. C'est bon pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Et la semaine prochaine, je vais vous indiquer peut-être un texte ou des extraits de textes pour la semaine prochaine sur le féminisme. D'accord? Ce sera important. D'accord, professeur. OK. Donc, merci de votre attention. Merci pour m'avoir suivi ici dans cette réflexion libre autour de ces éléments. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci, professeur. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Bonne beaucoup, journée. professeur. À la prochaine. À la prochaine.